Un point de vente, c'est, juste pour mémoire, hein, c'est 80 000 € par jour. De nombreux jobbers sont désormais des étrangers. En fait, par étranger, il faut comprendre tout simplement étranger à Marseille. Ils se sont rendus compte de quelque chose, c'est qu'une main-d'œuvre qui ne vient pas du lieu où elle travaille est une main-d'œuvre beaucoup plus malléable. Je pense pas vraiment que le guetteur et le charbonneur de tel ou tel point sup se soit dit qu'il est en train de vivre à Miami la vie de Tony Montana. Dans la petite salle du tribunal dédiée aux comparutions immédiates, il y a là Jordan, Clément et Tarek. Et eux, ils n'ont pas eu le temps de rentrer chez eux les poches pleines, encore moins de faire carrière dans le trafic des stupes à Marseille. Puisque ce 23 mars, les voilà tous les trois dans le box des prévenus, devant le tribunal correctionnel. Il y a Jordan, dit Gros Yeux, Clément, dit le Lillois, et Tarek. Tous les trois ont été arrêtés 2 jours plus tôt, alors que la police surveillait un point de deal de la cité de la Sauvagère, dans le 9e arrondissement. On n'est pas dans les quartiers nord, mais cette cité a quand même une solide réputation dans le trafic de stupéfiants. La présidente résume le dossier à l'audience. Elle lit notamment les déclarations des policiers qui étaient présents dans la cité ce jour-là. Jordan et ses gros yeux qui crient « Hara » au moment où les policiers s'approchent. Dans la sacoche, les policiers ont trouvé des petits tubes cylindriques remplis de cannabis, de cocaïne, et puis aussi des sachets remplis d'herbe. Et enfin Tarek, que les policiers ont vu faire des allers-retours pour ravitailler Clément et ramener l'argent. Alors, un par un, la présidente du tribunal, Nathalie Marty, interroge les prévenus qui se lèvent pour répondre aux questions quand vient leur tour. Ils ne sont pas très bavards, ils n'emmènent pas large et ils n'ont qu'une envie, sortir de là après des heures de garde à vue et une longue attente au dépôt, sans voir le jour ni même prendre une douche. C'est Jordan, le guetteur, qui commence par répondre. Il explique « J'ai crié Hara parce que tout le monde criait, mais je ne faisais pas le guetteur ». On comprend rapidement que la ligne de défense de Jordan, c'est tout simplement de nier en bloc. C'est ensuite au tour de Clément, le vendeur, de s'exprimer. Lui, il dit « Mais moi, je viens de Wapi, dans le Nord, j'étais chez un copain, je l'attendais en bas, mais je ne faisais pas le charbon ». La présidente plonge le nez dans son dossier. Les enquêteurs n'ont pas grand-chose sur lui. Ils n'ont même pas réussi à joindre la famille. Enfin, c'est au tour de Tarek, le ravitailleur, celui qui ramène de la drogue et récupère l'argent. C'est un beau garçon, de la peau mate, une coupe de cheveux assez travaillée avec une mèche qui lui retombe sur le front. Et il s'exprime plutôt bien. Alors il tente une explication un peu plus élaborée. Il dit que ses parents ne veulent plus de lui alors qu'il se balade un peu partout en France et que malheureusement il fume beaucoup. Alors quand il a travaillé pour le réseau, il a commencé à faire un trou dans le stock. On lui a dit qu'il fallait continuer à travailler gratuitement. Ces arguments, la présidente les a entendus 200 fois. Mais ce jour-là, c'est peut-être la fois de trop. Ah oui, on vient à Marseille pour faire du tourisme dans les cités, oui, c'est vrai. C'est logique, puis c'est exotique en plus, dit-elle. Les explications des 3 jeunes n'ont pas l'air de convaincre, d'autant que les policiers ont retrouvé 1 520 € dans la sacoche de Tarek, et plus quelques échanges de SMS qui laissent peu de place au doute. Dans un message écrit, par exemple, Tarek dit « Qui charbonne la deuxième mi-temps » La deuxième mi-temps, c'est en fait la deuxième partie de la journée, l'après-midi et la soirée. En réponse, il reçoit quelques mots assez lapidaires. « Trouve-en, hein, c'est toi le gérant, débrouille-toi ». Attentif, le procureur s'apprête à prononcer son réquisitoire. Entre les surveillances policières et les pièces à conviction saisies, l'argent, la drogue, les portables, il sait qu'il a les coups des franches pour demander une condamnation. Qui plus est, il n'est pas du genre à se laisser apitoyer sur le sort de ces 3 jeunes. Pour lui, et c'est important, il s'agit d'un dossier tristement représentatif du trafic de stupes, où l'on voit venir des jeunes de toute la France au détriment des intérêts de santé publique. Il déroule son réquisitoire et requiert jusqu'à 9 mois ferme pour le vendeur Clément et le ravitailleur Tarek, un peu moins pour le guetteur. Dans le box, les 3 jeunes accusent le coup, assis côte à côte devant leur escorte policière.
C'est maintenant au tour des avocats de plaider. Ce sont des avocats expérimentés qui prennent ce qu'on appelle des permanences, c'est-à-dire 24 ou 48 heures pendant lesquelles ils peuvent être appelés à tout moment pour venir défendre a priori des clients qu'ils ne connaissent pas. Ce jour-là, ils sont donc ce qu'on appelle commis d'office. Autant dire qu'ils ont découvert et le dossier et leurs clients seulement quelques heures au mieux avant l'audience et ils sont bien obligés de plaider avec le peu d'éléments dont ils disposent. L'avocat de Tarek a quand même des arguments qu'il veut mettre en avant pour éviter l'incarcération de son client. Mesdames et messieurs du tribunal, la mère de Tarek l'a envoyé au Maroc chez son père parce qu'elle n'arrivait pas à le canaliser. Il a passé un bac à Casablanca, il a enchaîné avec un BTS commerce en alternance. Je suis vraiment convaincue qu'une incarcération le freinerait dans son élan. Une demi-heure plus tard, tout le monde est de retour dans la salle. Chacun à sa place. Les 3 prévenus dans le box. La présidente lit sa décision. 9 mois fermes, sans mandat de dépôt à l'audience pour Clément et Tarek, le vendeur et le ravitailleur, et des jours d'amende pour Jordan, le guetteur. Traduction, sans mandat de dépôt, cela veut dire qu'on ressort libre pour l'instant du tribunal. La peine sera aménagée un peu plus tard par un autre juge, un juge d'application des peines. Autant dire que les 3 jeunes cachent à peine leur soulagement. Et pour nous, pour leur parler directement, le plus simple, c'est d'aller les attendre dehors. Ils vont sortir par la porte du dépôt, de l'autre côté du tribunal. Pas besoin d'attendre longtemps, les portes s'ouvrent et Jordan, Clément et Tarek sortent en même temps, avec leurs effets personnels dans une poche en plastique. Tout avait été placé sous scellé pendant la garde à vue. Putain, mais il y avait plus de clopes dans mon paquet, dit l'un d'entre eux. Ils sont servis ou quoi? Ils pensent aux policiers. Tarek est un peu plus volubile. Oh, le sang en est sorti. Le sang, c'est une expression qui veut dire mon frère. Et d'ailleurs, il prend Clément dans les bras, une brève accolade pour signifier son soulagement. Et puis ensuite, il sort son portable. Il se filme, il fait une petite vidéo, en fait, en live, qui poste directement sur Snapchat, avant de se dire « Oh, mais Magadji, elle me manque !» Et dans la seconde d'après, il appelle sa copine. Moi, il me tolère, en fait, à côté d'eux. Je suis allée les saluer, je leur ai dit que j'étais journaliste, que j'avais assisté à l'audience, que j'avais envie de leur parler, de connaître un peu plus leur parcours. Après tout, ils sont tellement contents que pourquoi pas parler à une journaliste. Et Clément fait même un petit peu le mariole devant moi. Il me dit « Vous savez, madame, moi, je ne m'appelle pas du tout Clément. J'ai choisi Clément, le prénom de mon cousin, parce que c'est un prénom bien séfrant. Mais en vrai, je ne m'appelle pas comme ça. Je suis kabyle et en plus, je suis mineur. » Un peu interloqué, j'appellerai son avocate le soir même, qui rappellera son client et me confirmera qu'il lui a dit qu'il s'appelait effectivement Clément. Bon, finalement, je vous avoue que je ne saurais jamais si Clément m'a menti, a menti à son avocate, au tribunal, peut-être bien à tout le monde. En tout cas, il n'avait pas ses papiers d'identité sur lui. Dans leur tête, journalistes, policiers ou juges, c'est peut-être la même chose, la même méfiance. En tout cas, des personnes à qui l'on peut mentir. Ce soir-là, ils repartent tous les 3 ensemble, visiblement bien potes, en tout cas bien plus qu'ils ne prétendaient l'être au tribunal. Quant à l'interdiction de séjour dans les Bouches-du-Rhône pour une durée de 2 ans, qui leur a été faite par le tribunal, ils affirment en me saluant « On prend le train pour Paris et après, on se tire à l'étranger ». Nous avons le plaisir d'accueillir notre premier témoin, qui est assis juste devant, Vincent Clergerie. Venez nous rejoindre sur la scène. Vincent Clergerie est magistrat. C'est lui notamment qui a... je vais vous donner un petit micro déjà. Voilà. Président de chambre correctionnelle et notamment pendant 2 ans président d'une chambre de comparution immédiate, donc exactement les scènes qu'on vous a décrites. Maintenant, vous présidez une autre chambre, je crois, avec un peu plus le haut du panier, enfin plus le haut du spectre. Le haut du spectre, voilà, exactement. Et puis auparavant, il faut préciser que Vincent Clergerie, c'est assez atypique, a été avocat pendant 18 ans, il a changé de voie. Voilà, mais je crois que vous en êtes très content de ce changement de voie. Est-ce que peut-être, première question, vous pouvez expliquer pour la salle qui ne connaît pas forcément toutes les arcanes judiciaires, en quoi consiste une comparution immédiate? C'est une procédure rapide, c'est ça? Alors, si on devait faire une comparaison avec un service qu'on connaît bien, peut-être plus facilement avec la médecine, c'est le service des urgences, un petit peu. C'est des affaires qui sont censés être simples, en tout cas qui ont une complexité moindre, pour lequel il y a besoin d'une décision rapide.
Donc ça entraîne des contraintes pour tout le monde, pour le tribunal qui doit prendre connaissance de la procédure généralement le matin même. Ce sont des personnes qui ont été interpellées 24 ou 48 heures avant, qui ont été placées en garde à vue, et immédiatement à l'issue de leur garde à vue, ils sont déférés devant un tribunal, ils sont jugés immédiatement. Donc tout ça est très rapide. On parle de 72 heures entre le moment de l'interpellation et le moment où la décision est rendue. Justement, les peines, là, on a entendu dans le reportage, on avait vu des peines avec sursis. Alors parfois, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire avec sursis, ils ne vont pas en prison ? Alors, il y a bien entendu la personnalisation de la peine. Chacune des personnes qui comparaît devant nous est jugée pour les faits qu'il a commis. S'il est déclaré coupable, en fonction de ses éléments de personnalité, de l'antériorité, est-ce qu'il a déjà été jugé, est-ce qu'il a déjà été condamné, est-ce qu'il est déjà connu de la justice, en fonction des garanties qu'il peut représenter, est-ce qu'il a un emploi, un logement, une famille qui peut l'entourer, la peine n'est pas la même. Et il y a aussi une sorte de gradation qui est pour qu'il y ait une certaine cohérence et une certaine pédagogie dans l'œuvre de justice. Quelqu'un, pour des faits même, on reste sur des faits à peu près, on va prendre ceux qui sont aujourd'hui présentés dans le cadre de votre enquête, des gens qui travaillent pour le réseau, mais au niveau du bas de l'échelle. Effectivement, pour une première interpellation, on va être plutôt sur une peine avec sursis, qui est une peine d'avertissement, qui veut dire qu'au cours des 5 années qui suivent, la personne ne rentre pas en prison, mais si au cours des 5 années qui suivent, il commet de nouveaux faits, cette peine pourra se rajouter à la nouvelle peine. Après cela, il y a des peines d'emprisonnement ferme qui peuvent être aménagées immédiatement, sous la forme notamment de ce que les gens appellent le bracelet électronique, c'est la détention à domicile. Je préfère ce terme-là parce que c'est vraiment une période de détention et qu'il faut vivre comme tel, parce que c'est compliqué à vivre quand même, avec des horaires de sortie, voilà. Et après, effectivement, soit sur des faits plus graves, soit sur des personnalités qui ne présentent aucune garantie de représentation, aucune possibilité, notamment de mise en place de ces dispositifs électroniques, on peut aller sur de l'emprisonnement ferme avec un mandat de dépôt. C'est une possibilité dans le cadre des comparutions immédiates, c'est-à-dire que la personne, à l'issue de l'audience, est incarcérée pour purger la peine qui est prononcée par le tribunal. Pour ce qui nous concerne, notre sujet de ce soir, est-ce que vous, depuis votre position, vous avez vu ce phénomène émerger? Si c'est le cas, quand? Alors, émerger, pas directement, puisque moi je n'étais pas encore en poste à Marseille. En fait, il y a une petite historique qui a été faite sur ce phénomène. 2019, Marseille, on va retrouver les premiers tracts. Donc c'est une recherche de main-d'œuvre locale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour plusieurs raisons, des interpellations nombreuses, des risques importants. Les réseaux marseillais vont se trouver en pénurie de main-d'œuvre. Donc vont chercher de la main-d'œuvre au niveau local sous la forme de tracts, selon les mêmes termes que ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux. Mais très vite, ça n'a pas suffi. C'est un business, on va utiliser, puisqu'on parle de job, on va parler de business à côté. Hein. On est vraiment dans le capitalisme pur et dur. Voilà, je pense que tous les codes sont repris dans le cas du trafic de stupéfiants. Et comme ce business est affamé de main-d'œuvre, on va l'élargir et les réseaux sociaux vont être à ce moment-là un formidable essor, parce que plutôt que de toucher la seule population locale, on va toucher une population nationale, voire francophone, puisqu'il m'est arrivé de juger des jobbers qui venaient d'autres pays, notamment de Belgique, pour travailler sur Marseille. Et donc ça a vraiment donné beaucoup d'essor. Et pour ceux qui étaient au départ une contrainte pour les réseaux, ils en ont fait un atout, parce qu'ils se sont rendus compte de quelque chose, c'est qu'une main-d'œuvre qui ne vient pas du lieu où elle travaille est une main-d'œuvre beaucoup plus malléable. D'abord parce qu'elle n'a aucun repère et que si elle est interpellée, elle ne peut pas donner d'éléments d'identification des strates supérieures aux policiers. D'autre part parce que si on veut mettre un petit peu à l'amende pour x, y raison, on pourra y revenir tout à l'heure sur la manière dont on crée les dettes réelles ou fictives pour les personnes qui travaillent, et une personne qui n'est pas implantée localement, les sévices physiques qui vont parfois avoir lieu en pleine rue, ne vont pas créer d'émoi au niveau de la population locale. C'est-à-dire que si vous, voyez le fils de votre voisine violenté dans la rue, il y a une possibilité que vous interveniez. Quand on est sur quelqu'un qui vient d'une autre région, qui n'a aucune attache ici, le réseau fait suffisamment peur pour qu'on n'ait pas envie d'intervenir. Donc ça, c'est aussi une vraie possibilité. Et dernier atout de cette main-d'œuvre extérieure, c'est que n'ayant pas de repères, n'ayant pas de connaissances, elle va être beaucoup moins tentée de créer son propre business en parallèle ou à côté, et de
détourner la clientèle de ces réseaux. Donc c'est quand même des atouts qui sont vite venus assez flagrants pour qu'on investisse très largement et très fortement dans ce type de manœuvre. Alors, je voulais quand même citer un chiffre. La procureure de Marseille nous avait expliqué que ici, 18% des condamnations sont liées au trafic de stupéfiants. Il faut savoir qu'à Lyon, c'est seulement 9%. Alors, qu'est-ce qui se passe à Marseille? Et en comparution immédiate, j'évalue, sans avoir de chiffres précis, entre 40 et 60% les affaires liées aux stupéfiants. Donc, on est vraiment sur une problématique majeure de la ville de Marseille. On est sur la ville de France qui a le plus de points de bulle. J'entendais tout à l'heure, vous disiez 120, je ne sais plus les chiffres que vous avez. L'année dernière. Donc, voilà. Alors, moi, j'étais sur 127 points de deal référencés, avec, ça varie de semaine en semaine, des points de deal qui ferment, d'autres qui réouvrent, mais il y a quand même une persistance qui est quand même assez importante. Donc, par rapport au nombre d'habitants, c'est de très loin la ville où il y a le plus de points de vente. Pourquoi c'est difficile, c'est historique. Il y a plein de raisons, il faudrait rentrer sur un débat qui peut être très long, mais en tout cas, oui, Marseille est particulièrement impactée. Et autre chose qui alimente d'ailleurs ce phénomène de jobber, c'est que, et on vient à votre travail à vous aussi, c'est que comme on parle beaucoup de Marseille comme étant une ville capitale du narcotrafic, il y a aujourd'hui une sorte d'image d'Épinal qui existe, et au-delà de la simple volonté des jeunes qui viennent travailler pour des rémunérations très importantes, on parle quand même, si tout se passait bien dans un monde idéal, mais ça ne se passe jamais bien, de 8 à 9 000 euros par mois net, sans qualification, je pense que sans impôt, sans rien, je pense qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de débouchés professionnels, socio-professionnels qui existent avec ce taux de rémunération pour ces jeunes-là. Mais en dehors de ces simples critères économiques, je pense que le côté image d'Épinal de Marseille aujourd'hui fait que on a beaucoup de jeunes qui arrivent, comme ceux que vous avez dans votre enquête, qui arrivent. La première chose qu'ils font, ils sont reçus à la gare, on vient les chercher à la gare, on les place dans l'hôtel, on les place sur le point de deal, et la première chose qu'ils font, dès qu'ils ont un peu accumulé quelques revenus, ils font des photographies avec ici c'est Marseille bébé ou quelques phrases parce que ça fait partie de cette culture-là aussi, et en montrant les billets, et si Graal absolu, on peut avoir en fond de cette même image ou ce même film un fourgon de CRS. Là, sur les réseaux, on est certain que c'est quelque chose qui va faire beaucoup de vues parce que c'est vraiment la carte postale de Marseille aujourd'hui. Donc du coup, c'est un cercle vicieux. Les réseaux s'auto-alimentent aussi de cette image-là, avec une capacité. On pourrait là aussi en parler longtemps, mais pendant très longtemps, le banditisme a toujours eu une image romantique à travers la culture. Il y a beaucoup de livres qui y sont consacrés, mais c'était un romantisme qui n'était pas accessible. Aujourd'hui, vous l'avez très bien décrit, venir à Marseille, on peut très vite se retrouver en très peu de temps. Alors, bien sûr, pas dans ce que j'estime être les bénéficiaires du trafic de stupéfiants, parce que même si on a un revenu lié à son travail, mais très vite monter des échelons assez rapidement et se retrouver à un poste de responsabilité avec beaucoup d'argent qui circule. Un point de vente, c'est juste pour mémoire, c'est 80 000 euros par jour. Pour les gros. Ou pour les gros, mais ça monte à 115, les plus petits font 15 ou 20 000 euros. C'est quand même beaucoup d'argent à embrasser pour des jeunes qui, pour certains, n'en ont jamais vu des quantités aussi importantes. Voilà. Pour revenir au profil, nous on a parlé d'une jeunesse qui est sans diplôme et souvent en rupture de banc. Est-ce que ça correspond aux gens que vous avez vus passer en... Alors c'est très variable en fait, et c'est ce qui est peut-être ce qui interroge le plus. Il y a effectivement ce profil-là. Il faut savoir que pour beaucoup, c'est uniquement déclaratif. Moi, ça m'a fait sourire l'épisode de Clément. Oui. Ce n'est que déclaratif parce que ce sont des jeunes qui refusent la plupart du temps de donner les coordonnées de leur famille. Voilà. Pour des raisons qui leur appartiennent, ils veulent pas. Voilà. On a quand même, semble-t-il, dans les profils sur lesquels on a pu creuser, parce il y a certains quand même qui nous donnent quand même des éléments, beaucoup qui sont aussi issus d'autres cités du nord de la France, Marseille, les régions d'approvisionnement, Paris, les régions d'approvisionnement sont la région parisienne, la région héroltaise autour de Montpellier, et donc maintenant de manière beaucoup plus diffuse. Mais on a aussi des cas qui pour nous interrogent. Je pense à un cas bien précis, un profil bien précis, un jeune homme qui travaillait dans le centre de la France, en manutentionnaire, qui avait un revenu confortable et qui a perdu son emploi, mais qui avait fait un crédit pour acheter une voiture qui lui plaisait et qui est venu à Marseille pour travailler dans les stupéfiants alors qu'il n'avait aucun lien
aucun avec les stupéfiants. Non. Je pense à un autre jeune qui nous a expliqué qu'il partait au sport d'hiver la semaine d'après et qu'il avait besoin d'argent pour pouvoir faire la fête pendant une semaine et qui est venu dans le trafic de stupéfiants à Marseille. Voilà, donc il y a vraiment toutes sortes de profils. Après, on a quand même ce profil prédominant, effectivement, de jeunes, en tout cas, qui nous déclarent être sans attache familiale ou rejetés par la famille. Ok. Donc plutôt que de l'argent facile, c'est surtout de l'argent rapide qu'ils viennent chercher. Oui. Rapide et facile. Ça, c'est quoi ? Facile pour moi, pour avoir une certaine connaissance de la réalité du terrain, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, et c'est tout le paradoxe, pourquoi les réseaux créent des trous ? Différentes manières. Ce qu'on peut entendre dans les procédures, c'est que le réseau, le premier jour, ça se passe très bien, le deuxième jour, ça va à peu près, puis au bout du troisième jour, c'est tiens, ce soir, il manque tant. Ça, c'est facile à dire. 80 000 euros, vous imaginez à gérer 80 000 euros dans la journée, vous n'avez pas de formation comptable, vous n'avez pas de calculatrice, ou voilà, tout c'est fait sur le téléphone. C'est très facile de faire croire qu'il y a un trou. Réel ou supposé, je ne sais pas. Mais il y a aussi, on nous a soulevé des cas où il était possible qu'il y ait eu des vols qui soient organisés par le réseau lui-même. C'est-à-dire qu'on vient voler le produit au revendeur pour lui créer une dette. On a même eu des cas où on nous a été rapporté le fait que des opérations de police étaient diligentées par le réseau, en fait, en quelque sorte, en donnant des renseignements, en disant « vous avez un vendeur là ». Et donc forcément, un vendeur qui se fait interpeller et dont on saisit le produit a une dette vis-à-vis du réseau. Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'on revient au point de départ, qui est le besoin de main-d'œuvre. Et en faisant ça, ils ont de la main-d'œuvre gratuite, qui plus est, pendant le reste du temps. Donc ça se termine quand même très souvent mal quand il n'y a pas une interpellation et qu'on finit devant le tribunal. Alors, on vous a vu plusieurs fois en audience, et puis vous êtes quelqu'un enfin, vous avez fait beaucoup de pédagogie, j'ai remarqué à l'audience, vous tentez de leur expliquer un petit peu les risques. Certains, vous leur conseillez même de prendre le train, même s'ils n'ont pas d'argent pour un billet. Vous leur avez fait vraiment peur en leur disant, écoutez, moi, si vous restez là, c'est entre quatre murs ou entre quatre planches. En fait, il n'y a pas tellement de perspectives. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, compris, que ça porte, ou est-ce que vous videz la mer à la petite cuillère, en quelque sorte ? Quand je vois ce que je n'ai pas, moi, mais vos retours de sortie d'audience à la sortie du tribunal, j'ai l'impression que non. Mais je pense que notre rôle, il est là. Déconstruire cette image un peu fantasmée de la participation au trafic de stupéfiants, rappeler les risques, rappeler la pénalité encourue, c'est quand même 10 ans d'emprisonnement, qu'on soit juste à crier hara ou que l'on soit à vendre des stupéfiants, ça s'appelle de la complicité ou de l'offre ou cession de stupéfiants, c'est 10 ans d'emprisonnement. C'est quand même pas rien. Ça fait partie, c'est un des délits les plus punis en France, la pénalité la plus haute encourue. Pourquoi ? Parce que, je ne vais pas rappeler à Marseille ce que c'est, mais les risques pour la santé publique, les jeunes qui, et on a des exemples, parce qu'ils ont consommé très tôt, même des drogues qui sont considérées, je ne supporte pas ce mot de douce, mais comme de la résine de cannabis, mais qui se trouvent aujourd'hui en hôpital psychiatrique pour des crises de schizophrénie. Tout ce qu'on voit aussi, nous, on doit leur rappeler ça, et puis aussi par rapport à la sécurité publique et le nombre de morts, effectivement, qui touchent la cité marseillaise. Voilà. Donc notre rôle, il est là. Outre la sanction, souvent il y a des peines avec sursis, on en parlait sur les premières sanctions. Il ne faut pas qu'il y ait ce sentiment que le passage au tribunal n'a été rien, juste une possibilité d'exposer certains mensonges éventuellement. On n'est pas non plus complètement crédule quand on entend la même chose très souvent. Les vacances à Marseille, par exemple. Voilà, les vacances. Je suis venu passer des vacances à Marseille et qu'on arrive au train de midi et qu'à 14h on est déjà cité de la Busserine. C'est que généralement, c'est pas quand même sur les guides touristiques, c'est pas la première destination qui est proposée, la Busserine. La Corniche est bien plus belle. Non mais donc. Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous les revoyez, je sais pas, par exemple 15 jours plus tard ? Vous les reconnaissez déjà pour commencer ? Oui, on les reconnaît. Déjà, on leur oppose un petit peu justement cette connaissance de ce qu'ils nous ont exposé la première fois. On a conscience quand même que ce côté malléable Voilà, je pensais à ça parce que la réponse est souvent de dire qu'est-ce qui se passe ? Vous m'avez libéré la dernière fois, effectivement, j'ai une peine d'emprisonnement avec sursis, voilà, et je suis ressorti, quand il a été interpellé, l'individu avait rien, généralement ils n'ont rien sur eux, un peu d'argent qui est saisi par la police, puis après par la juridiction. Donc ils disent je n'avais plus d'argent, je n'avais pas mes papiers, puisque mes papiers ils sont où ? Ils sont dans le Airbnb qui est mis à ma disposition par le réseau. Donc c'est le réseau qui a mes papiers, qui a mes effets personnels. Donc ce que j'ai voulu avant de partir, c'est d'abord pouvoir payer mon billet. Donc des fois il y en a qui me disent je voulais payer mon billet, donc j'ai recommencé à travailler juste pour payer le billet. Mais bon, voilà. Soit j'ai voulu récupérer mes papiers, là ils m'ont mis la main dessus, soit tout simplement ils étaient à la sortie du tribunal.
tribunal. Voilà, ça, il nous l'explique. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire preuve d'imagination en décidant de peines qui permettent de s'assurer de la sortie de la personne de la cité phocéenne. Les interdictions de séjour, vous en avez parlé, donc on va dire c'est le grade 1 de la réponse. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut peut-être parfois, même sur des gens qui ont peu d'antécédents, directement aller sur une peine très contraignante. Donc une peine, je vais donner un exemple, par exemple, une peine de 8 mois de prison, aménagée immédiatement, donc on décide du bracelet, mais cet aménagement ne se met en place qu'à l'issue d'une période d'incarcération de 5 jours. Pourquoi ? On essaie de faire preuve d'imagination à notre tour. Hein. Ils ont beaucoup d'avance sur nous, le réseau de trafic de stupéfiants. Ils ont utilisé des drones bien avant que la police les utilise. Ils utilisent des moyens techniques qui sont largement surdimensionnés par rapport à ceux des forces de police aujourd'hui. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ce soit l'administration pénitentiaire qui amène la personne jusqu'à une prison dans le lieu de résidence habituel de l'individu. Pour éviter que le transport soit finalement à sa charge et qu'il en ait la responsabilité, et pour qu'on lui mette le bracelet à cet endroit-là. C'est pas, oui, c'est une petite cuillère pour vider mais voilà, il faut continuer à utiliser la petite cuillère. Chaque coup de cuillère, à mon avis, est bon à prendre. Juste pour finir, vous nous parliez, il y a un moment clé, c'est quand ils sortent du tribunal, pour ceux qui sortent, et qui veulent récupérer leurs affaires, soit dans le Airbnb ou soit dans les hôtels, parce que c'est souvent là où en fait ils sont récupérés par les réseaux. C'est là le danger pour eux. Oui, c'est clairement là, oui. Encore une fois, ils n'ont aucun repère sur Marseille. Des fois, ils viennent à plusieurs. C'est assez fréquent qu'ils descendent d'une région à plusieurs. Il y a des filières d'approvisionnement. On n'en a pas parlé. Voilà. Tout ça, encore une fois, répond à une logique économique. Il y avait des petites annonces, donc, comme en matière d'emploi, mais il y a aussi des recruteurs. On a des filières, on a des personnes qui sont salariées dans certains départements de la région parisienne, 2 000 € par mois, uniquement pour faire la publicité des réseaux marseillais et pour venir travailler à Marseille. Pour faire les rabatteurs. Pour faire les rabatteurs, oui. Okay. Voilà. Bon, merci beaucoup Vincent Clergerie d'avoir répondu à nos questions. Je suppose que le public aura beaucoup de questions tout à l'heure si vous acceptez de rester avec nous.